Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour enfin, oui, c'est mon grand format sur la mélancolie. Tout mon travail, l'aboutissement de tout mon travail pendant 1 an. Cette vidéo va être extrêmement longue, vous allez voir. Voilà, ça va pas être très agréable si jamais vous êtes, pas très, facile vous êtes pas facilement concentré parce que il y aura beaucoup de texte, énormément de texte et oui, j'ai décidé de ne pas synthétiser mon travail. Il y aura tout le brouillon. Donc bien sûr, à l'oral, je synthétiserai la chose et j'essaierai d'être le plus, concis possible, même si et aussi d'être exhaustif, même si ça reste d'être très, très compliqué. Parce que je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, hein, mais sûrement plus d'1 heure parce que je vous dis déjà là, il y a 110 diapositives pleines de texte. Le travail en tout, il doit faire 50 ou 60 pages. Si jamais on lisait tout le travail, ça ferait 22 heures de lecture. Vous comprendrez donc que je n'ai pas envie de faire une vidéo de 22 heures. Je n'ai pas envie de faire non plus une vidéo en plusieurs parties et plusieurs vidéos parce que, enfin, je trouve ça assez, fatigant et je préférais faire ça en un travail, montrer l'unité de mon travail. Alors, pour l'introduction, donc l'introduction aussi sera extrêmement longue évidemment, hein. Donc nous allons commencer par définir la mélancolie, puis définir aussi les enjeux du terme. Ensuite, nous parlerons de l'histoire de la conception de la mélancolie. Alors, Larousse définit la mélancolie comme étant un état de dépression, de tristesse vague, de dégoût de la vie, propension habituelle au pessimisme. Alors, la mélancolie comporte plusieurs contradictions, notamment le fait qu'on pense que lorsqu'on est mélancolique, on est un peu fou, hein, on est un peu désordonné, mais aussi qu'on est un peu calme parce qu'on est pensif, on regarde un peu le ciel ou à travers la fenêtre, on ne sait pas trop quoi faire. Mais elle est aussi à la fois suicidaire et non suicidaire à la fois. Elle comporte aussi un aspect d'ennui, la tristesse en apesanteur, la routine de l'existence. Elle comporte aussi une forme d'aliénation. On se prend à notre propre jeu et on s'agite au lieu d'agir. Mais avec tout ça, elle comporte aussi une idée de lucidité. Et c'est ça ce que nous allons voir le plus important. C'est que la mélancolie permet d'être lucide sans être blessé. Alors, la mélancolie, conservatisme ou progressisme, la question reste entière. Mais ce qu'on retient surtout, c'est qu'elle est associée à la bile noire, un liquide sécrété par le foie et la rate. Et c'est un liquide qui a été souvent perçu comme impur, qui est associé aux émotions négatives. Elle est alimentée souvent par la beauté, parce qu'elle est convoquée à juste titre pour combattre l'appel de la mort. Et donc, c'est une dynamique de sublimation. Et donc en psychologie, la mélancolie, c'est un peu un terme désuet parce qu'on parle plus souvent en ce moment de dépression. La dépression, vous allez voir que c'est, un aspect, enfin, c'est une conception de la mélancolie assez tardif. C'est un peu un aboutissement de toutes les conceptions différentes qu'on a eues de la mélancolie. C'est ce que j'ai dit là dans ce paragraphe. Heu, donc la mélancolie, donc une christique notamment du poète Alfred de Musset dans son poème La Nuit de mai, montre son caractère mélancolique à travers l'allégorie et l'apologue du pélican. Et donc c'est aussi dans un poème, La Nuit de décembre, où il raconte un personnage qui ressemble à son frère et donc tout ça, ça vient de l'imagination et de nos inventions, de toute notre pensée, de tout notre manque. J'ai un film notamment qui est comme ça, c'est Souvenir de Marnie, c'est un film Studio Ghibli et où on a une jeune fille qui s'invente une vie avec un ami imaginaire, une amie imaginaire, parce qu'elle est en manque et cette amie elle possède ce manque d'amitié, ces personnes qui lui manquent dans sa vie et elle va vivre plein de scénarios, mais qui ne sont en vérité que oniriques. Et donc on retient une progression chronologique de la mélancolie. Premièrement, c'est de la folie, ensuite c'est le génie et enfin, c'est la dépression nerveuse. En plus, aujourd'hui, ça s'accentue à cause des réseaux sociaux. Nous sommes des Sisyphes couchés à côté de nos rochers, sans aucun projet d'ascension. Par rapport à l'histoire, on va pas un peu faire un brainstorming, hein, on va un peu voir,
toutes les conceptions différentes de la mélancolie. Donc d'abord Musset et sa génération désenchantée, Flaubert et l'ennui, la mélancolie féminine avec George Sand et Marceline Desbordes, mais aussi le spleen avec Baudelaire, et enfin Goethe qui est aussi accablé par la sinistrose. Elle comporte beaucoup de choses différentes, par exemple l'acédia par rapport au Moyen Âge, on va voir plus tard. Le aussi le XVIIe siècle avec c'est un siècle, le 16e surtout, c'est un siècle de la mélancolie avec la Renaissance et l'humanisme et la remise en cause et le doute universel et plein d'autres choses également, comme la gravure de Dürer qui a été, tellement reprise, c'est l'origine de toute la mélancolie, ou encore la tristesse du grand siècle avec les natures mortes, les oraisons funèbres de Bossuet et les pièces de théâtre tragiques. Le suicide aussi, à l'époque des Lumières, les Anglais sont des précurseurs de la mélancolie suicidaire. S'il est bien un critère irréfutable du mal de vivre, c'est bien le suicide. Le XVIIe siècle, c'est une esthétique de l'inquiétude. Et enfin, on a le désespoir des romantiques, la diversité du spleen. Et à la seconde moitié du XIXe, nous avons le nihilisme avec Schopenhauer, Kierkegaard et plein d'autres, et le pessimisme du fin de siècle. L'explication de Durkheim du sociologique est plus intéressante. Le suicide maniaque, il y a plusieurs types de suicides. Le suicide maniaque, le suicide mélancolique, le suicide obsessif et le suicide impulsif. Le mal-être du XXe siècle, c'est aussi considéré comme la fuite des idées et on a peur aussi du nivellement du relief de la réalité. La naissance est souvent vue comme une catastrophe, hein, avec Sioran. Sioran, c'est un philosophe. J'ai d'ailleurs lu un de ses livres, hein, c'est Précis de décomposition. C'est très intéressant parce que c'est extrêmement pessimiste et voilà, hein, rien qu'en le lisant, on a envie de se foutre en l'air, voilà, clairement. Mais clairement, ça peut aider notre perception du monde parce que ça nous rend ainsi plus lucides par rapport à tout ce mécanisme que dans l'humanité, dans laquelle l'humanité s'est piégée. Hem Et oui, dans la psychanalyse aussi, ça a toute son importance parce que le malaise est aussi exploré. Le mélancolique anticipe la perte, la sexualité est donc une cause importante de la mélancolie. Le malaise du mélancolique se compose aussi d'un sentiment aigu de la fuite du temps que nous allons voir plus tard. Et enfin, le contexte socioculturel a souvent été favorable au mal de vivre. Ça fait référence aux périodes de stabilité et d'immobilisme social. Et donc enfin, comme je l'ai vu, il y a l'ère de la dépression. Et les suicides sont extrêmement nombreux. Le suicide et la dépression, 2 formes mais différentes du mal de vivre. Chez les jeunes, on retrouve des incertitudes concernant l'avenir, les problèmes matériels, la fragilité psychologique. Mais le suicide est vu aussi comme pardon, comme la solution à un problème. Il est rare que les dépressifs suicidaires se tuent pendant une grave crise. Ils se font plutôt après, lorsqu'ils retrouvent leur capacité d'action et d'analyse. Et donc tout ça, je l'ai puisé dans un magnifique roman qu'il faut absolument que vous voyez si vous êtes intéressé par la mélancolie. Histoire du mal de vivre de Georges Minois, hein. Il a fait notamment plusieurs livres historiques, c'est un historien et j'ai adoré son livre, j'y ai passé de longues heures et j'ai passé du mon temps à mettre des post-it sur les pages avec chaque couleur pour chaque sous-partie pour mon grand oral. Parce que oui, tout ce travail, c'est mon grand oral et j'ai dû tout résumer en 10 minutes. Pourquoi? Pour qu'au final, je ne passe même pas sur ce sujet. Quelle déception. Bon, en résumé, hein, je vais pas non plus dire les choses que je n'ai pas dites. Enfin, la mélancolie, donc la définition. La conception a varié durant les siècles, hein. Assédia au Moyen Âge, c'est une dépression des moines. Inquiétude et doute lors des Lumières. Nostalgie et spleen au 19e et dépression au 20e. Elle a souvent été associée à la gravure du Dürer. La place qu'a la mélancolie dans l'amour a son importance. Elle influence fortement, notamment en causant ou résultant de nombreuses déceptions amoureuses. J'ai choisi ce sujet parce que j'ai un tempérament mélancolique et si jamais vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai fait une vidéo spéciale. Bon, bien sûr, je ne pourrais pas vous mettre le titre du lien parce qu'il faut que je sache exactement dans quel endroit j'ai me dit ça et du coup, je ne saurais pas parce que je vais pas non plus m'embêter à tout remettre la vidéo depuis le début, enfin, c'est pas très clair, mais je pense que vous m'avez compris. Sinon, c'est pas grave. Et donc, cette vidéo s'appelle «Ma théorie sur un état émotionnel que je trouve passionnant». Elle se trouve dans la playlist «Autres», playlist notamment de cette vidéo. Et j'avais besoin de mettre des mots sur ce que je pensais et je trouve que faire un sujet qui correspond à ce que je ressens serait plus parlant.
Après toutes les mutations qu'elle a vécues, il est légitime de se demander si la mélancolie ne suppose que tristesse. Celle-ci ne comporterait-elle pas un aspect moins sombre que nous le pensons? Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons d'abord voir qu'elle nous rend un provoque un ressenti amer, et puis qu'elle nous rend, bon alors là je me suis un peu trompée, hein, parce que ça c'était un plan que j'ai fait ensuite après, mais puis qu'elle rend provoque un ressenti agréable, et puis enfin qu'elle est prise profondément intérieure, ou plutôt qu'elle nous rend plus lucides. Donc d'abord, nous allons voir qu'elle provoque en nous un ressenti amer, et elle comporte tout d'abord une forme de solitude affective, le mal d'amour. Alors dans l'Antiquité, ça l'était la fatigue de vivre. Lucrèce et Sénèque étaient des témoins du mal de vivre. L'épicurisme est notamment une philosophie née de l'angoisse. La mélancolie devient une tare psychologique et morale. Mélancolie, mal de vivre, tedium vitae se développe donc au 1er siècle avant et après Jésus-Christ. L'État veut mettre fin aux évasions fiscales des suspects qui se tuent afin de mettre une mise aux accusations en réduisant les cas de suicide légitimes. Le bonheur est-il une chimère? C'est ce qu'on s'oppose au siècle des Lumières. Il s'élargissait la réflexion sur le bonheur. Pourtant, Fromentin, dans son traité du bonheur, 1706, assure que tout le monde peut être heureux, les riches comme les pauvres. Question qui reste encore entière. Le mélancolique, comme nous l'avons vu, est un inadapté du monde contemporain. L'amour de l'impossible. L'amour est aussi une grande conséquence de la mélancolie sur le plan relationnel. Le personnage de Lélia dans l'Iliade de George Sand pousse son prétendant Sténio, qu'elle ne parvient pas à aimer, vers l'athéisme et le suicide. Ou d'autres romans. Apolline montre dans son recueil Guetteur, le guetteur mélancolique, que sa mélancolie n'est pas complaisante, inévitable. Doit être transcendantée par le rythme et une poésie ludique. Et enfin, la nostalgie d'Ithaque, nous y reviendrons. Et donc, j'aimerais prendre un peu de temps pour une citation de Raymond Lull que j'ai trouvée merveilleuse. Alors, c'est une citation que j'ai vue dans le livre d'Alberoni, hein, qui s'appelle Le choc amoureux. C'est un essai sur l'amour que je vais parler tout à l'heure. En toi sont ma santé et ma souffrance. Plus parfaitement tu me guéris, plus augmente ma langueur, et plus tu me fais souffrir, plus tu me donnes la santé. Et c'est une citation qui est magnifique. Et donc, elle est très intéressante parce qu'elle traduit l'ambiguïté de l'amour. Guérison, souffrir, c'est magnifique parce que c'est un peu évident, mais en même temps, c'est pas évident. En fait, si vous voulez, désolée, je suis émue. Lorsque on est mélancolique, on a une forme de complaisance, on n'a pas envie d'y sortir parce qu'on se dit, si jamais je sors de ma zone de confort et de ma zone de tristesse, eh bien, ça va me faire encore plus souffrir ou alors ça va me faire encore plus fatiguer. Et entre choisir la fatigue et la peur et la sûreté, mais l'inconfort et la mélancolie, je choisirais plutôt la mélancolie. Et donc c'est souvent ce qu'on fait. Ça illustre bien cette, notion de contradiction, de complaisance et ne vous en faites pas, on va y revenir de manière assez détaillée. Le mélancolique ressent une souffrance permanente qui ne lui donne aucune envie de faire quoi que ce soit. C'est le mal de vivre, le mal-être. La solitude vient du latin solitudo, qui signifie désert, le lieu où il n'y a personne. Vivre en société permet d'avoir accès en même temps à l'aide d'autrui, au réseau, aux services de soins, au ravitaillement. La compassion permet aussi de moins souffrir et n'est pas possible que lorsque nous ne sommes pas seuls. Nietzsche précise d'ailleurs que la présence d'autrui est nécessaire, mais elle donne à l'individu une force morale de vivre. Et là, il y a l'exemple de Sylvia Plath, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une diariste, écrivaine et poétesse qui a vécu au XXe siècle, qui a vécu une existence profondément tragique et mélancolique. Elle a vécu une mélancolie toute sa vie parce qu'elle a été trompée, il me semble, et parce qu'elle a, fait une fausse couche et ce qui l'a conduit enfin les tentatives de suicide durant son adolescence. Et elle met fin à sa vie le 11 février 63 après avoir préparé le petit déjeuner de ses enfants en mettant sa tête dans un four allumé. Cette mort atroce illustre bien la lutte qu'est de vivre et le caractère négatif de la mélancolie. Et puis, on a aussi les souffrances de Jeanne Werther, un grand coup de cœur Werther, hein, et nous allons l'évoquer plus tard, ne vous en faites pas.
Et aussi, il y a Marie-Noël, une poétesse du XXe siècle, qui est connue pour ses chansons traditionnelles et contes, notamment son œuvre Note intime, publiée en 59. Et ce qu'on va surtout parler, c'est les chansons et les heures. Le recueil de poèmes de Marie-Noël exprime bien la solitude et la détresse que subit la poétesse. On retrouve de nombreuses apostrophes à Dieu, à la vie en général, et Marie-Noël est consciente de son malheur et ne parvient pas vraiment à l'expliquer. Ça se rapporte aussi à la folie. Et on retrouve notamment dans ce poème de nombreuses modalités déclamatives et hyperboles. En résumé, donc c'est un ressenti amer qui est souvent accompagné de solitude, plus particulièrement de solitude affective. L'exemple parfait est les souffrances du jeune Werther. Le sujet se plaint parce que son désir est irréalisable. Tout au long du livre, Werther se plaint de ne pas pouvoir conquérir Charlotte. Son amour est l'objet de tous les désirs. Il les ressent une profonde amertume. Cette solitude affective peut aussi comprendre une forme de folie. Le recueil Les chansons et les heures de Marie-Noël illustre parfaitement cette idée, comme nous l'avons vu. Elle y fait de nombreuses apostrophes à Dieu, à la nature, à des personnages qu'elle invente et veut mettre des mots sur sa détresse intérieure. La mélancolie la pousse dans une sorte de spirale noire. La noirceur de ses poèmes est due à deux de ses crises. La première, qu'elle appelle le souci de Dieu, elle avait 30 ans, était célibataire et sans enfant, et sa fièvre de l'esprit tombe violemment, comme une maladie que Dieu lui a infligée, la rend profondément pessimiste. Et 7 ans plus tard, elle est affligée par une seconde crise due à la guerre. Elle s'est mobilisée durant les hôpitaux tout au long de la guerre, et tous ces événements brutaux et douloureux le conduisent à une dépression qui l'amène dans une maison de santé. Deuxième partie du grand 1, la crise existentielle et les poètes maudits. Au cœur du mal-être des humanismes, il y a aussi le temps, ressenti comme destructeur et non plus comme le moyen d'atteindre la délivrance. C'est lors du siècle de la mélancolie, notamment au XVIe siècle, que l'individu est influencé par le signe de Chronos. Au siècle des Lumières, on parle de chagrin d'exister. Il déprécie la mélancolie au profit de l'inquiétude, mais celle-ci est aussi une forme de mal de vivre. Une des grandes obsessions de ce siècle était pour l'approche du bonheur, mais il découvre que celui-ci n'est qu'une chimère qui réduit ses adorateurs au désespoir. Et enfin, on peut parler de la génération maudite du 19e siècle avec Baudelaire et Rimbaud, nous en avons parlé. Donc chacun exprime son désespoir avec une sensibilité propre, et bien que la tristesse dans la poésie du 19e est omniprésente, mais c'est surtout une forme de sagacité qui est recherchée. Gros pavé, hein, ne vous en faites pas, je vais tout de suite tout réduire, enfin, vocalement, hein. Le spleen est divers. Alors, il existe plusieurs types de spleen, notamment la désinvolture du dandy, qui constitue une armure pour traverser la jungle de la vie. C'est, c'est donc, une manière de surmonter les problèmes de l'existence en leur enlevant toute dimension sentimentale et en les dissolvant dans un rire cynique. Le maître en la matière est Wilde. Le spleen de Berlioz aussi, qui rêve de parfois de faire sauter la planète, il écrit dans ses mémoires. Il y a d'ailleurs 2 espèces du spleen. L'un est ironique, railleur, emporté, violent, haineux. L'autre, taciturne et sombre, ne demande que l'inaction, le silence, la solitude et le sommeil. À l'être qui en est possédé, tout devient indifférent. La ruine d'un monde saurait à peine l'émouvoir. Je voudrais alors que la terre fût une bombe remplie de poudre, et j'y mettrais le feu pour m'amuser. Alors d'où vient ce mot, hein, spleen? Ça vient du grec splène, qui définit la rate. Et là encore, on a la bile noire. Baudelaire, alors, c'est une magnifique citation qui me tient particulièrement à cœur. Il dit que la mélancolie, c'est quoi? C'est l'illustre compagnon de la beauté. Alors ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. C'est l'œuvre presque entière de notre neurasthénique, notamment Henri Michaud, qui expliquera plus tard l'existence de ce quelque chose de poisseux, de terrible, d'informidable. Mais, mais c'est quelque chose, qui est magnifique en soi parce que la mélancolie se rattache à la beauté. C'est souvent lorsqu'on est mélancolique que toutes les merveilleuses choses arrivent. C'est pas ça, mais nous sommes artistes et donc nous créons des choses, mais merveilleuses. Notre sensibilité, notre émoi, toute cette sensibilité, toute cette,
toute cette fragilité, toutes ces contingences, ça montre en fait que une vision très poétique de la chose. La mélancolie comporte aussi une idée de malédiction. Dans Le Corbeau, poète narratif de poète traduit par Mallarmé, l'action se déroule dans la chambre du poète. Une sorte de monstre y vit et semble surgir à n'importe quel moment. Et donc, on voit une contradiction entre la beauté et le malheur. L'individu se laisse envahir par la beauté et remet en question sa vie entière. Il se sent impuissant. C'est donc un sentiment très complexe qu'est la mélancolie. Le spleen ne se rapporte pas directement à une pathologie psychiatrique, mais plutôt à ce qui caractérise nos envies et notre situation actuelle. Et donc le poème L'étranger de Baudelaire montre bien l'idée de crise existentielle, et nous allons y revenir, vous allez voir. L'amphore dit le suicide d'Ajax, donc c'est une amphore où Ajax, dans la mythologie, se suicide. Il représente un peu l'homme vaincu, c'est avec désespoir qu'il décide de se suicider. La crise existentielle peut se manifester par un sentiment de lassitude. Plus ce sentiment précède une révolution totale, une une remise en question de notre identité et de notre existence, l'abandon de plusieurs projets et une transformation de soi-même. Alors, un exemple de philosophie métaphysique du sentiment, c'est un livre qui a été conseillé par mon professeur. Je l'ai lu, hein, malgré moi, parce que c'était assez énorme. Déjà, ça faisait quand même plusieurs centaines de pages et puis, en plus, c'était niveau master 2, hein, je ne vous mens pas, voilà, littéralement. Donc je n'ai quasiment rien compris, mais pour le peu que j'ai compris, je peux quand même vous dire une petite synthèse. Ce livre montre bien l'idée d'une solitude affective et de crise existentielle, car il brosse un portrait métaphysique à propos de l'origine du sentiment, comme le fait Anaximandre dans son Apéron. En partant de l'archi-événement, le moment où le vivant se sépare de la matière morte, de la naissance de la vie et de la scission archi-événementiale, Barbaras montre bien l'idée de progression, de civilisation et compare les aspects de l'homme à l'histoire du vivant. En résumé, ce mal-être s'accompagne souvent d'une crise existentielle. On peut notamment parler du spleen de Paris de Baudelaire. Dans son œuvre, et plus particulièrement dans son poème L'étranger, le poète exprime sa volonté de se retirer du monde tellement il a douté de tout, de s'abandonner. Le seul lieu qu'il souhaite rejoindre s'apparente au nuage, un endroit dépourvu de tout outil. Et ce mal-être constitutif des poètes maudits de leur époque. Rimbaud et Baudelaire sont réputés pour leur regard pessimiste sur le monde. Et enfin, la lassitude et l'ennui et la perte de l'envie d'aimer. Et on verra notamment, un peu plus précisément, l'exemple de Madame Bovary. Donc bien sûr, au début, nous avons le pessimisme janséniste qui le montre, puis nous avons l'esprit classique avec le grand siècle. Nous avons aussi vu l'ennui a évidemment sa place chez la femme avec Madame du Deffand qui traîne avec elle un ennui implacable. Et au début du XIIe siècle, le jeune s'ennuie. Depuis 1815, les espoirs ou illusions de liberté, d'égalité, de fraternité sont envolés et les vieux sont revenus et le vieil ordre est restauré. Que faire si ce n'est rentrer en soi-même, explorer son monde intérieur, cultiver ses sentiments à la lecture des écrits pré-romantiques? Le nihilisme au XIXe comporte également une forme d'ennui, surtout chez Schopenhauer. Cet ennui se manifeste avec la publication en 1808 d'un énorme livre, Le Monde comme volonté de représentation, comme volonté et comme représentation, écrit par celui-ci qui avait 30 ans. L'ennui racine du mal moderne. Il s'impose finalement au XXe siècle comme l'une des composantes de la vie contemporaine. Marcel Proust l'a toujours évoqué et étudié. Pareil pour Anna Denouaille ou encore Maurice Barrès, etc. Ou encore chez Françoise Sagan, dont les personnages amoureux ont le sentiment de s'ennuyer passionnément et aboutissent au désespoir. Alors bonjour tristesse! L'ennui est à l'origine des révolutions et donc de la modernité. C'est pourquoi on reliera l'ennui à la mélancolie et à la transformation. Les romans et le théâtre ne sont pas les seuls sujets à exprimer l'ennui. La sociologie aussi, la psychologie, la philosophie. L'ennui est un progrès, du moins si l'on considère la lucidité comme une valeur positive.
Il ne s'agit pas bien entendu de l'ennui au sens banal, celui dont on ne définit de celui dont on le défait en regardant un film. Il s'agit de l'ennui fondamental, un ennui n'existé, inhérent à la conscience intellectuelle moderne, celui que Sioran définit ainsi. Alors, très belle citation aussi, hein. Plus ou moins brusquement, chez soi ou chez les autres, ou devant un très beau paysage, tout se vide de contenu et de sens. Le vide est en soi et hors de soi. Tout l'univers demeure frappé et de nullité. Et rien ne nous intéresse, rien ne mérite notre attention. L'ennui est un vertige, mais un vertige tranquille, monotone. C'est la révélation de l'insignifiance universelle. Et évidemment, on a Flaubert qui possède une vision approfondie de l'ennui. Il écrit notamment à Louis de Cormenin: «Connaissez-vous l'ennui? Non pas cet ennui commun, banal, qui provient de la fainéantise ou de la maladie, mais cet ennui moderne qui ronge l'homme dans les entrailles, et d'un être intelligent fait d'une ombre qui marche, un fantôme qui pense». L'auteur de l'Éducation sentimentale confie également au vicomte: «Je suis né ennuyé, c'est la lettre qui me ronge. Je m'ennuie de la vie, des autres et tout». Eh bien, il dit même que Emma Bovary, c'est lui. Le mélancolique, même s'il éprouve un dégoût envers la vie, ne cède pas forcément le désir de mort, et donc la mélancolie n'est pas forcément suicidaire. Et donc, nous pouvons aussi faire référence également au poème L'étranger, mais je ne vais pas non plus me répéter, même si ça a aussi un rapport. Et donc ensuite, on a Madame Bovary. Alors, je vais y revenir, ne vous en faites pas. La lassitude dans le couple est un sentiment de fatigue, parfois même d'épuisement émotionnel, d'ennui et de désintérêt qui peut même survenir lorsque la routine s'installe dans une relation. On parle d'une routine qui plombe le couple, qui l'endort, l'anesthésie, par les habitudes de vie qui ne sont plus que contraintes ou automatismes. Référence à mon livre Le cœur lourd, que je suis en train d'écrire depuis 1 an. C'est une histoire qui se passe en Italie en 1980 où les relations d'une famille vont se détériorer petit à petit, notamment à cause de cette lassitude. Et ça fait notamment penser à Madame Bovary aussi. Le passage du temps aussi qui a beaucoup sa place. Le temps est un ennemi et source de frustration. Philosophiquement, on distingue 2 visions du temps. Le temps réel, le même pour tout le monde, qui ne dépend que du mouvement, mais qui s'écoule à une vitesse uniforme et universelle, et le temps, que nous considérons en tant qu'humains, la fragmentation que nous en faisons. Proust disait notamment qu'il y avait 2 temporalités, celle du le calendrier des faits, le calendrier de la pensée. Mais lorsqu'on s'ennuie, le temps passe plus lentement et pourtant on craint que le passage du temps, comme nous l'avons vu, on éprouve une profonde nostalgie qui nous fait regretter nos actions passées. Nous sommes prisonniers par le temps et nous ne savons pas quoi en faire, alors que celui-ci avance et on ne peut pas s'arrêter. Et cela peut nous rendre mélancoliques, voire anxieux. Si on cherche à fuir l'ennui, on peut parfois le refouler en nous. Et cela est encore pire, car nous ne faisons les choses que pour ne pas nous ennuyer, et non pas pour elles-mêmes. L'ennui dû au temps est donc une malédiction dont nous ne pouvons nous échapper. Psychanalytiquement, la mélancolie n'est pas le contraire de la passion, elle en est même une composante, mais sa surabondance peut mener à la séparation. Le mélancolique ne se sent jamais satisfait de ce qu'il a, et pour ne pas s'ennuyer, il essaye d'attirer l'attention en changeant d'avis pour de nombreuses choses, jusqu'à s'auto-accuser. Et la rêverie, dont nous allons voir plus tard cela, ça joue aussi un grand rôle dans la passion. Elle va reprendre l'imagination et va fabuler à partir d'elle. Notamment, Stendhal le dit dans dans son œuvre La naissance de l'amour, les 7 étapes de la naissance de l'amour. La fabulation va construire l'objet de la passion. La mélancolie et la rêverie sont complémentaires. Lorsqu'on est mélancolique, on peut rêver à des fantasmes qui nous font souffrir. En résumé, la lassitude, l'ennui et la perte de l'envie d'aimer sont des symptômes caractéristiques de la mélancolie. L'individu est même lassé de la vie alors qu'il ressent un profond dégoût, une répulsion vers la routine. L'exemple parfait est celui de Madame Bovary. Alors, c'est une femme qui ressent de la mélancolie parce qu'elle va découvrir un jour les romans d'amour. Ces romans vont la passionner à tel point qu'elle va vouloir reproduire ces scènes qu'elle lit dans la vraie vie dans la vraie vie, pour se divertir en enchaînant les adultères avec plusieurs amants. Cette mélancolie, cette insatisfaction chronique la pousse à regarder à travers sa fenêtre avec une expression vide. Et elle vit dans une sorte de réalité seconde, où elle semble avoir perdu tout intérêt pour le quotidien et ne pense qu'à y sortir pour rendre sa vie plus palpitante. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce genre de choses.
Le fait de ne jamais être, avoir envie de quoi que ce soit, d'être toujours lassé, quoi qu'on fasse, on n'a pas envie soit on a envie de tout, soit on a envie de rien, mais on n'a jamais envie de quelque chose en particulier ou alors un truc bien précis. Mais donc c'est quelque chose de très flou, qui fait qu'on est malheureux et qu'on ne sait pas, on ne sait pas comment le gérer. Souvent, c'est une sorte de spirale. Et Alberoni montre aussi que la mélancolie, hem, consiste en la frustration que l'on ressent en constatant que le partenaire ne nous plaît plus. En fait, lorsque nous tombons amoureux d'une personne, nous ne tombons pas véritablement amoureux de la personne, mais de son portrait, de ce qu'elle dégage en nous. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution de la relation, le portrait lui reste figé, tandis que la personne évolue et donc la personne s'éloigne de son portrait original de la personne. Et donc ça correspond moins à ce qu'on aime et donc à cause de ça, eh bien, la relation peut baisser, la passion peut baisser, on peut moins être amoureux de la personne, voire plus du tout. Et donc la mélancolie, comme nous l'avons vu, nous fait souffrir pour de nombreuses raisons. Mais si elle nous fait souffrir, pourquoi continuons-nous d'être mélancoliques? Existe-t-il un aspect agréable à la mélancolie? Nous, la mélancolie, comme nous l'avons vu, nous fait souffrir pour de nombreuses raisons. Mais si elle nous faisait souffrir, nous continuerons d'être mélancoliques. Or, ce n'est pas le cas, nous le sommes. Mais si elle nous fait souffrir, nous ne serons pas mélancoliques. Or, nous le sommes toujours. Donc, est-ce qu'il existe un aspect agréable à la mélancolie? C'est un sentiment donc doux à la fois. Et nous allons voir tout d'abord la complaisance et le déni. Le rire et les pleurs sont très proches, surtout avec la verve rabelaisienne qui montre bien cette idée de rire et de pleurs avec Gargantua. Être heureux, c'est une obsession de malheureux. La réputation heureuse du XVIIIe tient pour une part à la masse des écrits consacrés au bonheur, plus d'une cinquantaine de traités rien qu'en langue française. Et donc, comme on l'avons vu au XVIIIe siècle, nous avons vu une esthétique de l'inquiétude. On retrouve aussi des hésitations et des contradictions face à la mort. Les rares romantiques qui atteignent la vieillesse ne donnent pas envie de les imiter. Chateaubriand, idole de la génération du mal du siècle, se repent amèrement d'avoir vécu si longtemps. La vieillesse enlaidit jusqu'au bonheur, écrit-il. Sourd, perclus de rhumatisme, secoué de quintes de toux, il confie ses déchéances à sa vieille amie madame Récamier, elle-même devenue aveugle. «J'ai honte de faire quelque chose pour mes vieux os. Je rougis de m'occuper d'une paire de jambes aussi usées que les idées caduques qui trottent comme les lamentables rats de mon cerveau». Les hésitations des romantiques à l'égard du suicide sont à l'image de leur vie, pleines de contradictions. Elles révèlent le caractère ambivalent de la mélancolie. Ces jeunes qui s'ennuient et n'ont pas assez le temps pour profiter de la vie, qui magnifient la mort et refusent de se la donner, recherchent la solitude en se jetant dans les agitations du siècle. Peut-être finalement que c'est plus facile pour eux de se plaindre, mais beaucoup plus difficile d'agir. Complaisance qui se justifie aussi par rapport, au mal de vivre. Les périodes étant les plus propices à une des créations sociales sont celles de la stabilité et de l'immobilisme social, comme nous l'avons vu. L'habitude aussi qui joue un grand rôle. On s'habitue à la routine et quelque part, malgré le fait qu'on se plaint, on n'a pas envie de sortir de ce cocon pour raconter le danger. La mélancolie n'est donc pas son plus suicidaire et cela nous montre que le sentiment était vraiment amer. Si le sentiment était vraiment amer, nous irons jusqu'à en finir, sauf que ce n'est pas le cas. Cette dimension comprend également une forme de déni. L'individu s'oublie consciemment lui-même. Il fait l'expérience d'un manque amnésique, d'un besoin qui ne sait plus ce qui comblerait. Exil de son terre natale ou mot sur les bouts de la langue. La mélancolie n'est donc pas la douleur d'aimer, mais la douleur de savoir qu'un jour on ne souffrira plus d'aimer. C'est une idée qui est très très belle. Et d'homme, comme dirait Marcel Proust, je n'avais donc plus qu'un espoir pour l'avenir, espoir bien plus déchirant qu'une crainte, c'était d'oublier Albertine. Et donc, même chose pour le l'hypocondriaque, pour, l'hypocondrie avec Molière et le malade imaginaire. Sa maladie véritable était qu'il se persuadait être malade. La complaisance se justifie par un plaisir insatiable de beauté. Au beau temps du romantisme, on ne tolérait que les soleils couchants, les tours ébouées, les ruines où se firaient les ondes oui, de fantômes. Pas de paysage supportable sans brouillard. Les eaux blêmes appelaient la noyade, étaient du dernier chic. Et c'était ce qui était.
Les oblèmes appelant la noyade étaient du dernier chic, comme je l'ai dit. On n'accueillait pas ses amis par un joyeux «Comment vas-tu?» mais plutôt «Je n'en peux plus, je n'ai même pas la force de mourir». De Musset disait: «Les plus désespérés sont les chants les plus beaux». Charles Trenet, Prince Sautier, a d'ailleurs mis en musique un alexandrin de Alfred de Vigny. À l'origine, j'aime le son du corps, le soir au fond des bois. Et là, ça change et c'est très beau, vous allez voir, c'est très particulier. J'aime le corps du son, j'aime le sort du con, le soir au fond de moi. C'est fou, hein? Rien que de changer les consonnes, ça change totalement le sens et c'est très beau parce que ça donne un sens qui a finalement qui nous parle. Certains mélancoliques prétendent ne pas se complaire dans leur mélancolie. C'est peut-être vrai, mais alors font-ils vraiment le maximum pour aller mieux? Le fait d'analyser ses états intérieurs permet de résorber le deuil, mais parfois de s'y complaire. C'est donc un état de sublimation très complexe et difficilement définissable, où l'individu ne sait plus réellement ce qu'il veut. La beauté est consubstantielle pour un mélancolique. Elle peut constituer un déni de la perte. Elle est alors périssable et s'éclipse dans la mort, incapable d'endiguer le suicide de l'artiste, ou bien s'effaçant des mémoires à l'instant même de son émergence. C'est la sublimation seule qui résiste à la mort. Souvent l'artiste ressent une forme de spleen alors qu'il a tout pour être heureux. Notoriété, argent, mais alors peut-être que cela ne suffit pas à être heureux. Peut-être que inconsciemment, on souhaite quelque chose qu'on refoule et qui nous installe dans la spirale sombre de la mélancolie. C'est pourquoi on se complaît. Un exemple concret de la complaisance, c'est Adolphe de Benjamin Constant. J'ai déjà fait une vidéo sur Adolphe, il y a plus d'un an maintenant, et j'en ai sûrement parlé sur mon ancienne vidéo La mélancolie. Adolphe, c'est un roman où le personnage principal, Adolphe, est constamment, triste, enfin, voilà, il n'a pas l'envie de vivre. Il a commencé par être amoureux de quelqu'un, puis il l'a quitté pour sa maîtresse. Sa maîtresse a tout sacrifié pour lui, c'est Élénore et ils se sont mis ensemble, mais à un moment donné, il va se rendre compte qu'il ne va plus l'aimer, ou voire qu'il ne l'a plus jamais aimée et ça, il ne va pas réussir à lui dire. Et c'est une mélancolie qu'il ressent parce qu'il n'ose jamais lui dire. Il se complaît dans le fait qu'il ne lui dit rien parce qu'elle ne le sait pas, il ne veut pas la vexer. Et donc, évidemment, lorsque Éléonore va l'apprendre, elle va être encore plus triste. Et donc, c'est pourquoi il faut absolument, lorsque vous êtes préoccupé, il faut le dire, hein, il faut le dire et il ne faut pas attendre parce que plus on attend, plus on ment par omission et plus c'est encore plus difficile lorsque la vérité est dévoilée. Et donc on voit, puisque Adolphe n'avoue jamais qu'il n'aime que à Éléonore ses véritables sentiments, on voit une illustration typique de la lâcheté, du manque de sincérité, mais surtout du déni. Éléonore commence progressivement à s'en douter, mais, elle tombe gravement malade lorsqu'un jour ses doutes sont confirmés, ce qui laissera Adolphe très coupable, envahi de remords. Psychologiquement, la complaisance dans la dépression est une hypothèse de dernière instance. Elle serait possible lorsqu'une très longue dépression d'une dizaine d'années, mais elle ne serait pas consciente. C'est pour l'instant ce qu'il en est. Et l'angoisse du temps, évidemment, on en a déjà parlé. Donc, comme disait Pascal, le divertissement, en faisant quelque activité superficielle, hein, même en se morfondant et en s'apitoyant sur son sort, c'est ce qu'on appelle la mélancolie. La mélancolie peut être une forme de divertissement. Cette complaisance concerne aussi la rêverie. Lorsque nous rêvons, nous pouvons être conscients, préconscients ou inconscients. Mais quelque part, nos idées ne circulent jamais au hasard dans notre tête. Et c'est au thérapeute de communiquer avec le sujet pour que celui-ci les appréhende. La rêverie devient une sorte d'endroit où enfuir ses pensées pour ne pas les exposer aux autres. Le déni. Ce sentiment agréable qu'est la rêverie nous aveugle sur la situation. Parfois, le sujet n'est même pas conscient qu'il est mélancolique et pense qu'il va bien. Il se convainc lui-même d'être heureux. Je ne sais pas si vous, des fois, vous avez ressenti des fois ça. Moi, je me ressens souvent ça. Mais au fond de lui, le sujet sait bien qu'il se trompe et qu'il ne se sent pas bien. Même s'il préfère ne pas le montrer aux autres par honte, il n'assume pas ses émotions négatives.
Nous nous plaisons à ne pas accepter la réalité telle qu'elle est. Cela nous permet de nous rassurer, de nous conforter dans l'ignorance et le déni. La mélancolie mmh, est une caractéristique de la dépression, qui peut devenir masquée pour de nombreuses raisons, notamment à cause de l'éducation, où nos parents peuvent parfois nous enseigner des valeurs qui ne soutiennent pas l'expression des sentiments ou des émotions. Hein, ça dépend de l'éducation, ou encore chez les hommes qui se sentent généralement moins libres d'exprimer leurs états d'âme et refoulent leur tristesse sous forme de colère, de joie, mais tout cela n'est qu'un masque. Et si jamais ils le montrent, eh bien, ils sont souvent peut-être perçus comme homosexuels. La déception cachée, la dépression cachée peut aussi se manifester avec de signes physiques. Nous ne décidons pas de comment réagir notre corps. Et bon, ça rapporte plus à la psychiatrie et nous n'allons pas vraiment en parler. Pour illustrer ces sentiments doux et complaisants, nous pouvons prendre l'exemple du morceau de piano Consolation numéro 3 de Liszt. Nous voulons continuer à le réécouter parce qu'il est doux et parce qu'il nous conforte. Mais finalement, au fond, il est profondément triste ce morceau. Et il nous rend triste parce que il nous montre que nous sommes un peu seuls et il nous rappelle notre tristesse en fait. Il nous caresse, il nous brosse dans le sens du poil. Et donc ça nous aliène. En résumé, ce sentiment est doux parce que nous nous y complaisons. Le fait que lorsque nous rêvons, nous évadons de la réalité dans une sorte de cocon auquel nous ne voulons pas sortir. L'exemple d'Adolphe que je viens de dire tout à l'heure. Comme disait Baudelaire, la mélancolie est l'illustre compagnon de la beauté. Et c'est la vérité. Et donc, maintenant, nous allons voir le souvenir de l'enfance. Le souvenir de l'enfance peut être très douloureux, car nous pouvons regretter le choix lorsque nous étions plus jeunes, ainsi que la façon dont nous avons été éduqués. Le mélancolique, depuis l'enfance, est caractérisé par un tempérament qui dépend plus particulièrement de son environnement et de l'éducation de ses parents. Et nous pouvons prendre l'exemple de la nostalgie d'adolescence, par exemple avec l'américain Bret Easton Ellis, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est vraiment les éclats de la période, les éclats, la période où il a été en train d'écrire son propre roman. Il replonge dans les années 1980. Il avait alors 17 ans, était lycéen et se plongeait dans l'alcool, la drogue, dans la vie yuppie, les immenses fêtes. C'est un passé sombre comme bien d'autres, comme l'a fait Annie Ernaux ou encore Patrick Modiano. On peut aussi évoquer le souvenir du paradis perdu. Ce que, Proust le montre aussi dans sa recherche avec, du côté de chez Swann, il se remémore des souvenirs de sa jeunesse à partir du goût d'un gâteau. Il ressent le plaisir doux qui le réconforte, qui le fait voyager pendant un petit moment. Donc c'est une mélancolie, hein, hem, c'est la mélancolie qui montre qu'en fait, on regrette tous ces moments qui sont passés et on se dit: «Mais pourquoi est-ce que c'est fini? Il faut accepter la fin». Alors l'extrait de ma la Madeleine de Proust, si nous le montre aussi et le mot nostalgie vient du grec nostos qui signifie retour et algos qui signifie douleur. La notion a notamment été reprise par Musset dans ses Confessions d'un enfant du siècle. Mmh. Nos souvenirs d'enfance en littérature a pris également de l'importance à partir du 18e siècle avec les Confessions de Rousseau. Celui-ci considérait l'enfance comme pure. L'individu sera ensuite perverti à l'âge adulte par les coercitions qui lui seront imposées. Mmh. L'enfance est associée à la pureté. C'est un moment où on est innocent, où on découvre le monde et où on n'est pas encore influencé par la société. Certains romans, par le biais de l'évocation de l'enfance, tentent d'éduquer leurs lecteurs, comme Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry que nous allons voir dans quelques jours. Enfin, je sais pas si nous allons voir, non. Hem, ou encore, par exemple, Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Ou encore Colette avec La reconstruction rétrospective et La maison de Claudine. Mmh. 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 D'ailleurs, dans ce livre, elle revoit dans son imagination tous les détails que de son enfance, toutes les anecdotes qui l'ont marqué, la passion de l'enfance, l'esthétique du logis, la gloire de sa mère, personnage haut en couleur.
Et enfin, je peux évoquer le film Studio Ghibli, Souvenir goutte à goutte. C'est le film qui raconte l'histoire d'une jeune fille tokyoïte de 27 ans qui a vécu toute sa vie en ville et qui regrette de ne pas avoir vécu à la campagne. Elle part donc en vacances dans la campagne japonaise pour rencontrer sa belle famille et partager de bons souvenirs avec eux. Elle y voit beaucoup de flashbacks de ses souvenirs d'enfance, car même si ce lieu ne lui est pas familier, il inspire en elle une profonde mélancolie accompagnée de regrets. Et ce qui est intéressant surtout avec ce film, c'est la musique, parce qu'elle incite à l'introspection, qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes, qui nous invite à ressasser le passé. Avec les violons et la mélodie inspirante du piano, je vous invite à l'écouter si vous voulez. Cela nous transporte. C'est donc l'illustration parfaite de la nostalgie mêlée à la mélancolie. Regrets, rêveries, souvenirs. Et en résumé, donc Proust et Colette ont montré cette nostalgie de l'enfance et la musique par Isao Takahata du film Studio Ghibli Sunya goutte à goutte nous le montre aussi. Enfin, la rêverie amoureuse. Quelquefois, notre mal de vivre est tellement fort que même l'amour ne peut pas le guérir. Et cela peut se rapporter à une haine de soi. On n'est pas satisfait d'être soi-même et d'être seul, et qu'on s'imagine passer des bons moments avec quelqu'un d'autre. L'aspect mélancolique et érotique a sa place dans la littérature. Et puisque c'est tabou pour de nombreux groupes de personnes, certaines personnes cherchent à exprimer leurs affects à travers la création littéraire afin que d'autres personnes puissent s'identifier à elles. Notamment, nous avons la musique de La Belle au bois dormant, qui illustre bien cette féerie, ou aussi, la chanson de L'homme et l'oiseau de Barbara Pravi, que j'ai apprise. C'est une chanson, qui exprime bien le désir érotique féminin, mais au-delà de l'érotisme, on a aussi surtout, le fait de vouloir enfermer le le bien-aimé ou alors le laisser garder sa liberté et c'est un peu une sorte de dilemme. C'est un sentiment doux qu'on ressent parce qu'à nouveau, à l'image d'une éventualité où ses rêves se réalisent. Et bien, c'est un peu une sorte de scénario hypothétique où tout semble parfait, mais ça ne se réalise jamais vraiment. Comme par exemple la chanson «Imaginez l'amour» de Juliette Armanet. Nous pouvons aussi faire référence à Alberoni qui, évoquant les 8 caractéristiques qui pour lui définissent l'amour, évoque la rêverie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Alberoni, je vous en ai parlé. Donc, la rêverie, notamment, la première caractéristique de l'amour, une explosion de créativité. La créativité peut être source de plaisir lorsqu'on est mélancolique. On s'échappe ainsi de la réalité pour s'enfermer dans notre bulle et ainsi s'imaginer de beaux scénarios. Du point de vue de Stendhal, la rêverie est la deuxième étape du processus de cristallisation qui caractérise la naissance de l'amour. C'est l'étape du fanatisme où l'imagination joue un grand rôle. Il n'y a d'ailleurs plus de frontières entre l'imagination et la sensation. En résumé, donc cette expression agréable est aussi la rêverie amoureuse. Alberoni, philosophe ayant écrit Le choc amoureux, essai sur l'amour, a défini la mélancolie comme indissociable de l'imagination. Elle peut former à elle 2 la rêverie, qui est une étape de la naissance de l'amour. Ce phénomène repris par Stendhal avec son concept de cristallisation, processus dans lequel l'amour se solidifie, se redresse, durcit, en dit long sur les effets de la mélancolie. Elle change de regard sur le monde et nous fait réaliser ce qui est plus ou moins important pour nous. En outre, la lassitude de l'existence est une circonstance très propice à la naissance de l'amour. La mélancolie n'est donc pas a donc sa place dans l'amour et n'est pas qu'un effet négatif de celui-ci. Il a aussi défini ce qui est précisément l'état naissance de l'amour. Cet état naissance serait alimenté par l'imagination, bras droit de la mélancolie, qui créerait en lui une explosion de créativité, de poésie, une sorte d'éclosion lyrique où l'individu se plonge. De nombreuses œuvres musicales nous le font sentir, comme la valse de la Belle au bois dormant, ou encore la chanson Le Bel oiseau. Mais donc, si la mélancolie possède un caractère ambigu, il est temps de définir ce qu'elle produit véritablement en nous. Si toutes ces impressions, nous les éprouvons intérieurement, c'est que la réponse se trouve à l'intérieur de nous. Et donc, la troisième partie, la plus profonde pour moi, la plus intéressante, c'est le fait que la mélancolie comporte soit un ressenti intérieur. Tout d'abord, on ressent une contradiction qui peut s'expliquer par un sentiment de désœuvrement et d'indécision. Les plus intelligents sauront de quoi je parle, pour cette sous-partie. Désœuvrement, indécision. Chateaubriand, évidemment, c'est un de mes auteurs favoris.
Le mélancolique peut être vu de 2 manières, comme quelqu'un qui a une mentalité instable, qui sombre dans la folie, quelqu'un de lucide, de calme à l'intérieur, comme nous l'avons vu. La mélancolie, pleine de contradictions, aliène l'individu mais épouse aussi son intériorité. La complaisance qu'elle engendre fait qu'on n'est plus nous-mêmes, mais la réflexion longue qu'elle comprend fait qu'on devient plus lucide à propos de nous-mêmes. C'est ce qu'on a dans la Cédille médiévale, le mal de vivre se constituait par une dévalorisation de la vie terrestre, donc d'une haine que ressent l'individu envers sa propre famille. On a aussi une ambiguïté. Jean de Salisbury disait: «On doit donc s'attacher à la vie de telle façon qu'on la méprise et la mépriser de telle façon à mériter le salut». Très intéressant. Mélange de joie et de tristesse, en élargissant cet adage au-delà de la théologie, on comprend que c'est l'individu confond la cause et la conséquence des états d'esprit. C'est donc un sentiment globalement complexe que ressent le mélancolique. Ça peut être une tare, mais aussi un trait de génie, car celui qui la ressent ne se contente pas d'accepter la vie, il la remet en question avec lucidité. C'est la lucidité. L'individu est tellement malheureux et insatisfait de sa vie qu'il peut aller jusqu'au suicide, mais il se sent surtout seul. Il a l'impression d'avoir tout vécu et ne veut plus rien vivre. Ce n'est donc plus de la joie de la simple tristesse qu'il ressent, mais du désespoir. Une lassitude si forte qu'il n'a envie de rien. Les passions sont si fortes qu'elles s'annulent. Et donc, Chateaubriand illustre parfaitement cette idée, et nous allons le voir tout à l'heure. Mais nous pouvons déjà en parler. Alors, le personnage principal, René, par exemple, dans son livre René, faisant partie du génie du christianisme, il faut que je le lise d'ailleurs, hem, il vagabonde dans son esprit avec méditation, car il se rappelle des instants passés avec sa sœur Amélie, qu'il a abandonnée parce qu'il est amoureux d'elle. Et oui, c'est un arrêtement presque incestueux. Sa souffrance le détruit, il est littéralement plongé dans son mal-être et il a à la fois envie de tout et envie de rien. C'est donc un état de folie, mais donc de profonde méditation, d'où le fait de méditer dans la tempête. Il ne désire plus tout ce qui est fini, mais désire l'infini. Il souhaite attendre l'au-delà pour abréger ses souffrances. C'est donc un mal-être surnaturel, transcendantal, qui l'empêche de vivre. Et d'où la magnifique citation: «L'imagination est riche, abondante et merveilleuse, l'existence pauvre, sèche, désenchantée». Celle-ci nous montre que l'État l'inspire, mais il ressent un vide à l'intérieur de lui. C'est donc l'illustration parfaite de la mélancolie qui reflète son intériorité à travers cette douloureuse introspection. L'ambivalence de la mélancolie peut aussi concerner le spleen. Certains théoriciens disent qu'il est nécessaire de concevoir 2 types de spleen, celui qui nous rend fous, excessif violent, et celui qui nous rend amorphes, léthargiques, comme nous l'avons vu. Un René serait celui qui aurait fait un choix. Il aurait, hem, il aurait choisi de l'abêtissement ou le mal de vivre. Il aurait choisi de bien réfléchir et de déprimer au lieu de vivre idiot ou euphorique. Ce ne sont pas forcément les personnes les plus sensées qui font ce choix, mais simplement celles qui ont compris que le préjugé dans lequel on redame la tristesse et qu'on juge la joie n'est que superficiel. On ne cesse que de réprimer les émotions négatives. Et ce n'est pas toujours bon, parce qu'on a tendance à s'oublier et donc à encore plus souffrir. Il faut accepter les émotions négatives. Il faut les accueillir dans notre esprit. Et il faut aussi enlever de nous ces préjugés qui disent que qu'il faut louer la joie et condamner la tristesse. Non, il faut louer toutes les émotions. On retrouve l'idée de révolution dans cette vague des passions, parce que c'est tout de même notre esprit qui est remis en question, ainsi que toutes nos envies et passions, qui deviennent indistinctes. C'est donc un peu, hein, comme nous étions dans un régime de politique instable, dans un gouvernement provisoire. Les vagues de passion ne se limitent pas qu'au 19e. Nous pouvons les appliquer à notre époque, à celle du 21e, mais si l'environnement n'est pas le même, le schéma l'est. L'individu est constamment déçu par la politique, par les guerres, ben, avec le Moyen-Orient aujourd'hui. Il est aliéné constamment est déçu par la politique, il est aliéné par l'informatique, tout ce qui en découle, médias, télévision, réseaux sociaux sur les portables. Le mélancolique peut donc se sentir oppressé et éprouver un sentiment de désœuvrement. C'est pourquoi l'inspiration du roman triste a eu lieu ces dernières années. Notre ère est celle de la dépression. Ce trait mélancolique possède une dimension cosmique. Nous avons l'impression de ne faire qu'un avec l'infini. C'est donc comme si nous étions transportés au-delà de la Terre et que les éléments extraterrestres et surnaturels venaient en nous et communiquaient avec nous. C'est donc une profonde solitude qui se rapporte à la métaphysique, à l'attitude et au cosmos.
Lorenzaccio, le héros du roman La confession d'un enfant du siècle de Musset, ressent une mélancolie qui illustre bien l'idée de perte du sens. Cette double fiction, il est le protagoniste d'un drame romantique éponyme et est parti sauver la cité de Florence de la tyrannie. Il perd de vue le sens de sa mission et tue le duc sans espoir avant d'assister impuissant à la prise de pouvoir d'un autre Médicis. Cette idée peut aussi se rattacher à la condition de l'humanité, car l'homme réfléchit trop et il est responsable de son propre mal-être. Et donc c'est dans cette masturbation intellectuelle qu'il se trahit lui-même et ignore la réalité. Il provoque alors sa propre mort, ou alors se condamne à souffrir éternellement. Cela donne donc une vision très négative de l'humain. Et donc, comme nous l'avons vu, il existe deux types mélancoliques, celui qui a la mentalité instable, qui sont dans la folie, et celui qui est calme. Et Chateaubriand, lui, semble avoir combiné les deux. Il traverse le vague des passions, il est à la fois triste et calme parce qu'il médite dans la tempête, mais il est à la fois un peu fou parce qu'il est un peu imprévisible. Et donc, cela montre que le mal du siècle n'est pas forcément une caractéristique qui est applicable qu'à l'époque du 19e siècle, elle est aussi applicable à l'époque actuelle, avec les médias et la télévision, les réseaux sur les portables. Cela provoque dans l'individu une sensation de désœuvrement. C'est pourquoi l'explosion des romantiques a lieu ces dernières années. C'est l'ère de la dépression. Alfred de Musset disait notamment: l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Le mal du siècle, donc une caractéristique type de la mélancolie, qui est applicable à l'époque actuelle. Un René serait donc aussi quelqu'un d'orgueilleux, qui ne pense qu'à lui et qui ne voit rien autour. Cet orgueil pourrait constituer une sorte de mépris envers le monde. Mais il cache surtout, de manière générale, la véritable identité de l'individu. C'est donc un masque qui lui permet de cacher cette souffrance, la confusion qu'il ressent et son manque de confiance en soi. Ce concept de vague des passions situe donc un mélange entre la joie et la tristesse, et contrairement à ce que l'on pense, la mélancolie ne correspond pas qu'à la tristesse à proprement parler. C'est une forme différente qui se rapproche plus de l'émoi, d'une sensibilité exacerbée et d'une profonde réflexion sur nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est le vague des passions? C'est un état émotionnel que Chateaubriand décrit à travers le personnage de René. Il précède le développement des passions lorsque nos facultés, jeunes, actives, entières mais refermées, ne sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet. L'auteur montre alors qu'il ressent une certaine mélancolie, une inspiration, mais se sent envahi par tout ce qu'il ressent et ne se sent pas capable de l'exprimer. D'où cette sensation de désœuvrement. Ce concept permet aussi de dire l'indicible. C'est d'une façon ou d'une autre le fait de se chercher. Cela entre parfaitement dans la thématique de la recherche de soi. C'est une quête intérieure, une introspection dans laquelle René essaie de comprendre pourquoi il est possédé par ses démons. Il n'arrive pas à trouver la cause et se perd dans ses pensées. Platon, dans la République au livre 4, compare l'âme à un champ de bataille. Alors, cette métaphore n'est pas très évidente. Mais je vous explique. En fait, l'âme, enfin, vous avez là un peu le tableau La liberté qui est dans le peuple d'Eugène Delacroix. Vous avez, deux camps qui s'affrontent. Et en fait, le total de tout ça, c'est la liberté. Enfin, c'est le sujet qui se fait battre. Et donc, l'analogie, c'est en fait de dire que le total de tout ça, c'est nous-mêmes. C'est nous qui nous battons nous-mêmes. Et plusieurs parties de nous sont en combat, nous sommes en combat intérieur, et plusieurs désirs d'entre nous se battent. Le désir appétit, pétunia, le cœur, thumos et la raison logisticone. Notre âme est tiraillée par plusieurs désirs et cela se rapporte aux vagues des passions parce que nous ne savons pas où nous positionner et que faire. Nous sommes aveuglés par les passions, celles-ci ne nous empêchent d'agir. C'est pourquoi René est contradictoire pour de nombreuses choses. Chaque passion produit une impression différente. Et René se sent submergé parce qu'il ne sait pas quelle trajectoire prendre. Et donc d'où le lien avec le tableau La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, durant les Trois Glorieuses. Euh, donc voilà. Plus le sujet, donc, qui se fait battre par plusieurs camps, il doit trancher, hein, c'est un peu comme un juge qui doit décider quel camp va devoir gagner. Et donc, c'est pourquoi on n'arrive pas vraiment à prendre de décisions, on se sent dépassé par nous-mêmes lorsqu'on est mélancolique, lorsqu'on est seul. Ce mal du siècle de Chateaubriand possède aussi un lien étroit avec la mélancolie. C'est une tristesse vague qui est propre au 19e et qui est liée aux déceptions de la Révolution française.
Ce moment de réflexion, teinté de doute et d'incertitude et de confusion, il peut durer longtemps, mais il peut surtout montrer que la mélancolie n'est pas forcément négative. Elle peut nous permettre de réfléchir un peu de nous-mêmes, de méditer et ainsi, malgré la difficulté que l'on éprouve à y parvenir, de nous comprendre. En résumé, donc ce sentiment ne correspond ni à la joie ni à la tristesse. Et donc, nous pouvons le comparer à un état émotionnel du bac des passions de Chateaubriand. D'où la citation que je vous ai dit tout à l'heure. Et Platon avec sa comparaison au champ de bataille. Maintenant, nous allons prendre l'exemple de la nature. Voilà. Alors, communion et introspection. Alors, la mélancolie se rapporte à la nature par des évocations sombres et maussades, par exemple l'automne ou la pluie. C'est vrai que ces moments sont souvent empreints d'une songerie profonde. À l'époque du romantisme, comme je vous l'ai dit, on apprécie particulièrement les paysages avec du brouillard. Victor Hugo donne d'ailleurs une vision cosmique à la mélancolie en parlant de profondeur glacée du ciel, ce qui évoque le sens du grandiose par son génie incontestable. Entre 1800 et 1851, on célébrait la nuit qui tombe, les naufrages, l'amour trahi. 50, pardon. Tout devait rappeler à l'homme sa triste destinée, y compris la nature. L'automne malade d'Apollinaire, dans Alcool 1913, Apollinaire écrit L'animal et mélancolie ont poussé dans le jardin où dort la mélancolie entre l'amour et le destin. Désir de nature et paysage de désolation. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais là je peux prendre un exemple personnel. D'abord, je vais vous lire le texte. Donc, c'est la littérature contemporaine dystopique, où on trouve cette idée de dénonciation du progrès, de nostalgie d'une société forcément plus naturelle, par exemple, la nature de Hobbes, notamment les dystopies d'Alain Damasio dans La Zone du Dehors, 1999, ou Les Furtifs, 2019. Euh, voilà. Ou encore, c'est une terre qui est détruite par l'homme, et la scène finale montre une vision qui est terrifiante, celle d'une mer stérile, uniformément grise, qu'enveloppe un silence sépulcral. C'est le paysage de désolation par excellence, et un des scènes des space opéras les plus marquants de ce point de vue est le site des Cantos d'Hyperion, 90-97, centré sur une planète étrange au paysage grandiose de l'américain Dan Simmons, né en 48. Et donc là où je veux en venir, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente sur la mélancolie, mais lorsque je suis mélancolique, j'ai envie un peu de faire ressentir, de que l'extérieur aussi montre aussi que je suis triste, que je veux tout détruire comme moi je le suis à l'intérieur. Je veux que l'extérieur le ressente comme moi je le ressens à l'intérieur. Et donc j'imagine des choses qui pourraient se passer à l'extérieur, des choses désastreuses qui se passent comme chez moi, comme qui se passent chez moi, à l'intérieur de moi, les choses horribles. Par exemple, je m'imagine euh, tomber dans un vortex sur la planète de Neptune, où il y a des vents de moins 220 degrés, et c'est un peu un paysage de désolation, c'est un désir de pas vraiment de nature, mais c'est la désolation. Ou encore, j'ai envie je m'imagine être couché sur de la glace en Antarctique tout seul, à plusieurs kilomètres de rayon d'intervalle. Un des rayons de kilomètres tout seul, dans une densité extrêmement faible. Et ce que je voudrais faire, notamment dans un extrait de mon livre La Pointe, l'isolation d'être toute seule et la volonté de vouloir tout casser, de tout détruire. Et donc aussi le désir de nature, qui est aussi important, le fait de vouloir se ressourcer dans la nature, nous allons voir. Et l'art des nymphéas de Claude Monet. Il s'agit d'une série de tableaux peints entre 97 et 1926. Ce tableau, peint par Monet, avait des problèmes de vue, qui avait des problèmes de vue, témoigne d'une nature profonde reposée sur son meilleur jour. Les couleurs s'harmonisent et le choix du paysage est poétique. Et donc ça montre aussi le fait puisque l'auteur était mélancolique, le beau paysage, comme je l'avais prouvé, la mélancolie est un synonyme de la beauté, eh bien ça montre que c'est un lien très étroit avec cela. Le pré-romantisme de Rousseau illustre bien cette idée, et donc d'où l'idée de vouloir s'émanciper, d'aller dans la nature pour se ressourcer. Le lac, qu'il décrit dans ses rêveries de promeneur solitaire, montre la notion du paysage état d'âme. La mélancolie, le mélancolique trouve que la nature et sa grandiosité ne font qu'un avec lui. Il sent que cette nature traduit ses pensées et ses émotions. La nature est une sorte de refuge.
Cela explique l'éblouissement que peut ressentir un voyageur devant une vallée somptueuse avec des paysages grandioses. Par exemple, le tableau que vous connaissez sûrement de Caspar David Friedrich, voyageur devant une mer de nuages. Euh, ce... Et donc, par exemple, le précrit de Propico, beaucoup de sens, vue, odeur, oui. Son action elle provoque chez le lecteur une profonde joie, mais aussi mélancolie. À travers cette beauté, on peut ressentir un certain manque par rapport à la réalité. Cette nature idyllique, on ne la voit que dans un moment de détente. Mais ce n'est pas le monde dans lequel vit l'homme. C'est donc cool, le fait que ça soit temporaire et que ça rend triste. En résumé, le caractère introspectif de cette idée d'Adam peut s'expliquer par la nature, le paysage, et donc, au fil du temps, comme s'est tissée une nouvelle vision du paysage mélancolique, celle de la nature vivante, de la campagne, de la forêt, de la montagne, dans laquelle l'individu se recueille. Cette meilleure connaissance de soi peut s'opérer aussi grâce à l'exposition de l'individu à la nature, à travers le paysage naturel, qui peut devenir paysage d'Adam, comme le dit le philosophe Rousseau dans ses dialogues du promeneur solitaire, ou en prenant l'exemple de son lac, la détresse que nous ressent en se comparant face à la nature à la beauté de la nature, peut s'effacer grâce à celle-ci. Elle traduit notre intériorité et la reflète comme un miroir. Et Claude Monet le montre avec ses nymphéas. Toute cette nature idyllique peut provoquer au mélancolique un sentiment de vécu, d'omniscience, comme je l'ai montré dans l'état émotionnel que je voulais décrire dans mon ancienne vidéo. C'était une caractéristique de toutes les caractéristiques qui composaient cet état. Car la nature constitue la vraie vie, de plaisir intense, mais aussi de l'impuissance, car le paysage qui environne lui est inégalable. Tout est inégalable à l'individu. Enfin, la nature, pour l'individu, lui est inégalable. Et enfin, pour moi, le plus important, la dernière sous-partie, non, merci d'être resté jusqu'au bout, c'était extrêmement long. On termine avec ça. L'expérience de la mélancolie peut nous conduire à nous transformer intérieurement. Être déprimé et méditer nous permet de porter un regard plus lucide sur le monde. On s'aperçoit de notre contingence et on prend conscience de la bassesse de l'humanité et de sa fragilité. Et donc, comme nous l'avons vu, l'ennui dû à la mélancolie peut nous donner envie de changement, et non peut nous conduire non, nous l'avons pas vu, pardon. Heu et donc nous conduit à nous transformer intérieurement grâce à cette lassitude. Ce changement peut être positif ou négatif, les 2. La mélancolie peut conduire à la misanthropie. C'est comme nous l'avons vu, donc la misanthropie, donc c'est nous l'avons pas vraiment vu, mais voilà, c'est les misanthropes peuvent aussi être optimistes comme George Sand. La mélancolie nous fait voir du noir tous les jours et rien ne semble éclaircir ces averses. Il est donc logique qu'au bout d'un moment, nous ressentons une haine du monde et de l'humain, si bien que la mélancolie est portée à son paroxysme. La mélancolie collective peut aussi nous conduire à nous révolter contre la société, car ce besoin de transformation ou cette transformation inéluctable due à la lassitude de notre inconscient se généralise et et peut se transformer en une révolution collective, voire politique. La mélancolie nous conduit à nous révolter, à nous transformer. C'est donc une étape pour devenir quelqu'un d'autre que nous-mêmes. C'est l'altérité. Léon Tolstoï a écrit des livres qui ont eu un succès phénoménal. Anna Karénine et Guerre et paix, mais il traverse une crise existentielle et une profonde mélancolie qui le pousse à se révolter intérieurement. Il sacrifie tout, décide de mener une vie politique engagée. Le post-impressionnisme et l'expressionnisme expriment bien cette idée, notamment avec la nuit étoilée de Van Gogh, où on voit un paysage sombre, mais donc ce qui incite à la mélancolie, mais quelques lumières évanescentes peuvent rendre le paysage moins, moins lugubre. Et aussi le tableau de mélancolie d'Edvard Munch, euh, où on voit que la personne où le personnage qui est représenté dans le tableau est mélancolique, c'est un peu c'est le fait que ce soit un peu une révolution parce que c'est pas seulement qu'on le présente de cette manière, et aussi les textures aussi provoquent une sorte de révolution parce que c'est pas souvent qu'on représente les textures de manière aussi lisse et aussi les formes. Donc je vous invite à le voir si ça vous intéresse. Et enfin, la mélancolie peut être source d'une révolution intérieure amoureuse. Nous pouvons prendre l'exemple du film Studio Ghibli de Yoshifumi Kondo. Si tu tends l'oreille, la jeune protagoniste de 15 ans, Shizuku, est amoureuse de Seiji, qui l'est aussi, mais n'ose pas se l'avouer. Leur relation se tisse progressivement.
Shizuku est en pleine découverte d'elle-même et c'est une véritable ode à l'adolescence japonaise des années 90. Mais ce qui est intéressant est la motivation de Shizuku, qui prend un nouvel essor lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne doit plus avoir peur de ses choix et elle doit se connaître. Pendant l'absence de son bien-aimé, elle décide donc d'écrire un livre et devenir nouvelle. C'est donc une révolution intérieure qui la permettra de se sentir meilleure afin d'assumer son amour pour Seiji. Et donc ce film il était vraiment super, je vous conseille vraiment de le regarder, il m'a vraiment beaucoup ému. L'expérience de la mélancolie, que nous avons de la musique de ce film, peut se transformer grâce à cause de la mélancolie. J'ai un témoignage à vous faire. Moi, par exemple, dans ce film, avant, je connaissais pas la chanson Country Road. Quand j'ai découvert qu'elle était assez joyeuse. Parce qu'en fait, c'est un peu la musique de thème du film. On le voit, elle a été diffusée à plusieurs moments du film. Et, euh, et c'était une musique très agréable, qui nous plaît et qui est pleine de gaieté. Mais lorsqu'à la fin, les deux personnages se retrouvent et se remettent et s'avouent leur amour, et qu'ils diffusent la chanson, qu'ils mettent la chanson Country Road, eh bien, je sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti comme une blessure en moi. Je me suis comparée, parce que je suis célibataire, à ces personnes, au fait qu'ils soient, ensemble et du coup, le fait que je me sois comparée, ça a provoqué en moi une mélancolie, qui a transformé ma vision par rapport à la musique Country Road. Maintenant, dès que je réentends la musique Country Road, j'ai encore ces petits souvenirs négatifs en moi. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est la vérité, c'est comme ça. La vie est pleine de surprises. L'amour peut donc être aussi une source de révolution intérieure, comme le dit Alberoni dans la Capitaine et Sand, un mouvement collectif à deux, qui dit, c'est la définition de l'amour et du choc amoureux. Il faut qu'on soit lassé de la vie, qu'on ressente une forme de mélancolie avant que l'amour naisse. La mélancolie est donc à ce moment-là ni joie ni tristesse, mais puissance de renouveau et de beauté. En résumé, elle nous rend plus lucides et nous permet de nous transformer. Heu, Notamment Léon Tolstoï qui l'a montré, parce qu'il a changé radicalement de vocation suite à une intense crise existentielle, ce qui l'a poussé à devenir pacifiste, engagé pour la liberté et l'égalité des droits des citoyens, post-impressionnisme et expressionnisme également. Hem, Aussi, Le plan de l'amour avec, Le Cisne dans l'oreille avec sa musique et donc la transformation se fait donc dans plusieurs sens, par la joie, la tristesse, la mélancolie n'est donc finalement ni l'une ni l'autre, mais puissance de renouveau. En conclusion, et oui, on arrive à la conclusion enfin. Pour moi, c'est le plus important, je pense. On passe du moins important au plus important. Et donc, cet état, il est difficilement descriptible. Nous avons vu qu'il est à la fois doux et amer. Il peut se rapporter à l'émoi, ce que le philosophe Jean-Luc Nancy qualifie de fou des mots. Ce n'est ni de la joie ni de la tristesse, mais en même temps de la joie et de la tristesse. C'est un sentiment où on remet tout en question et où en même temps tout semble évident. Il peut s'apparenter à la folie, mais il constitue simplement un amour pour le monde, une contemplation de l'extérieur, une surprise continue. C'est un tumulte émotionnel, un torrent de sensations qui nous pousse à être émus en réflexion profonde. Là, je suis tout seul chez moi et puis il y a le jour hier ou avant-hier, je crois, j'ai écouté la musique très très belle Adagio euh, qui a été écrite par Mozart pour clarinette. Et c'était magnifique, que je me sentais tellement heureux, je me suis levé de ma chaise et j'ai dansé, je me sentais fou de joie tellement c'était ému, je me sens comme ému et toutes les émotions sont un peu poussées à leur paroxysme, c'est un peu ça. C'est très profond comme état, comme l'avons vu, c'est intérieur. La mélancolie comprend une dualité et paraît comme contradictoire. On ressentit un sentiment doux et amer à la fois. Doux parce qu'on se complaît dans le souvenir, et amer parce qu'on ressent la souffrance occasionnée par le manque de l'autre. Être triste et heureux en même temps ne sont pas incompatibles, car être heureux est un état durable, alors que la tristesse n'est que passagère. Et ce n'est que lorsque l'on constate qu'on est souvent triste que l'état qui sépare la ponctualité et la durabilité est franchi. On peut être triste, mais réaliser qu'on a une belle vie, et donc être heureux, cela serait penser à la mélancolie. On peut aussi être malheureux et triste. Non, pardon, être malheureux et joyeux. D'être triste sur le long terme, mais joyeux à court terme. Tout dépend de la notion de durée, tout dépend de la durée. Donc on peut être triste et à la fois heureux. Comme dirait la maman de Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Certains chocolats ne seront pas à votre goût,
Reste à savoir quelle boîte vous allez offerte. Quelle boîte vous allez apprécier. Et il faut apprécier la boîte qui et là, il faut reste à savoir et donc reste à savoir apprécier la boîte qui nous a été offerte. Et donc, en ouverture, nous pouvons réfléchir à un nouvel état d'esprit, conciliant la joie et la tristesse, avec le plaisir et la souffrance, le fait de pleurer en souriant ou de rêver de penser à bonne étoile, de rejoindre le soleil, comme dirait le grand oiseau à Émilie Joly. C'est une tempête émotionnelle qui nous pousse à aussi bien aimer le monde qu'à le haïr, toujours avec poésie. Et en somme, la mélancolie ne suppose pas que tristesse ni que joie. C'est un sentiment très riche mais contradictoire. On ressent un sentiment doux et amer à la fois. Doux parce qu'on aime à se complaire dans le souvenir et amer parce qu'on ressent la souffrance occasionnée par le manque de l'autre. C'est un peu un lien avec la saudade, hein, un terme lusophone. D'ailleurs, je suis en train d'apprendre le portugais. C'est une très belle langue qui ressemble beaucoup au latin et aussi au français. Et que j'ai, terme saudade, que j'ai découvert grâce à une amie. Merci d'ailleurs à elle. Et donc, c'est un peu le fait de désirer la personne et ne jamais pouvoir la rencontrer. Notamment, plusieurs livres que je voudrais écrire là-dessus, notamment un livre spécial où je vais parler des îles Kerguelen avec, où je vais parler, enfin, de la constitution de la Croix du Sud. Je ne vous en dis pas plus, mais ça se dans très longtemps. Et quand je vous en parlerai dans plusieurs années, je vous dirai, ça me dit quelque chose. Voilà. Et donc, on peut donc réfléchir à un nouvel état d'esprit conciliant les deux. Une sorte d'émoi, le fait de pleurer en souriant, ou de rêver devant sa bonne étoile, ou encore, comme dirait le grand oiseau dans Émilie Joly, de rejoindre le soleil. Et voilà, c'est bon, c'est enfin terminé. Si jamais vous avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie du fond du cœur. Parce que oui, c'est avec le cœur qu'on le fait. C'est le cœur le plus important, mes chers. Le cœur, il n'y a rien de plus important que ça. C'est une vidéo profondément humaine que je voudrais vous faire. C'est une leçon de vie, c'est pour que vous vous identifiez à tout ça. Alors, c'était compliqué de suivre jusqu'au bout parce que il y avait beaucoup de texte noir. Il n'y avait aucun visuel. On peut autant le lire en podcast, c'était pareil. Mais merci du fond du cœur d'avoir tout lu. Je vous remercie parce que cette vidéo a pris beaucoup de temps à la faire. Et bien sûr, si jamais vous avez, parce que à chaque fois, souvent, lorsque je lis un texte, je ne le lis jamais en entier, je lis souvent un cinquième, parce que sinon, comme je vous le disais, la vidéo pourrait durer 10 heures. Eh bien, vous pouvez mettre sur pause pour lire tout le texte si jamais ça vous intéresse, si jamais une partie vous intéresse, si jamais vous voulez vraiment tout lire. Mais alors là, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une vidéo normale. Et voilà, bah, c'était tout pour moi et j'espère que vous allez me faire vos retours par rapport à cette vidéo. Au revoir.